maintenant, sans plus attendre, on passe la main. Sans plus attendre, nous allons pouvoir avoir le plaisir d'accueillir la première keynote du jour. Anne, tout est à toi. Bonjour à tous, merci. Alors je vais commencer par être totalement honnête, c'est ma première keynote et j'en suis toute émue. Et je remercie vraiment Agile Tour Bordeaux pour m'avoir donné cette opportunité. C'est parti. Alors la bonne nouvelle, c'est que je sais déjà que je suis en retard et je ne terminerai pas à 10 heures. Merci Alain. Donc commençons sans plus tarder. Donc ici, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un truc que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui fait partie maintenant de ma boîte à outils depuis quelques années, et un outil que je trouve extrêmement intéressant et très versatile. Le but de cette session, pour moi, c'est de vous présenter un peu comment j'utilise cet outil dans différents contextes, mais plus particulièrement tout ce qui a lien avec la transformation. Donc, je ne vais pas me répéter, l'avantage, c'est qu'on vient de remercier les orateurs, donc merci les orateurs, je ne vais pas les relister. Présentation extrêmement rapide. Je m'appelle Anne Gabriagne, je suis coach agile depuis maintenant quelques années. Mes premiers pas en agilité, je les ai faits en 2008. Donc, a priori, je fais partie de la catégorie des demi-anciens de l'agilité en France, pour ne pas dire demi-vieux. J'adore la communauté agile. Moi, j'apprends énormément. Et du coup, j'essaie de donner aussi à la communauté en tant qu'oratrice, comme aujourd'hui sur scène, en tant qu'organisatrice aussi de pas mal de trucs en France et à l'international. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Les OKR. Qui, dans la salle, a entendu parler de ce truc-là? Waouh! Quand j'ai commencé à parler d'OKR en conférence il y a quelques années, quand je posais cette question, il y avait un peu un grand vide, petit moment de solitude. Alors je vais aller assez vite. Les OKR. Premier message fort qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que même si on en parle beaucoup depuis 2-3 ans, les OKR, c'est absolument pas un truc récent. C'est quelque chose qui date des années 70, qui date plus particulièrement de travaux qui ont été faits chez Intel à l'époque. En 99, un ancien de chez Intel, justement, en parle de cette approche avec les fondateurs de Google. Et du coup, Google l'utilise. Et l'utilise depuis plus de 20 ans. Vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur le site Rework, qui partage pas mal de choses sur la façon dont fonctionne Google, sur leur way of working. Vous allez retrouver une présentation de la façon dont ils utilisent les OKR. Et alors, je n'ai pas revérifié cette année, mais en tout cas, jusqu'à très récemment, les OKR de Google étaient disponibles gratuitement, publiquement. Ils les partageaient avec l'ensemble de la planète. Et comme je vous le disais, il y a quelques années, on n'en parlait pas trop. Et en fait, au fur et à mesure des années, notamment depuis 4-5 ans, ça se popularise, ça se démocratise. On en entend de plus en plus parler. De plus en plus de sociétés communiquent sur le fait qu'elles utilisent des OKR. Donc c'est top, c'est à la mode. Bon, maintenant, est-ce que tout ce qui est à la mode est important et intéressant? C'est un autre débat. OKR, très rapidement. Donc déjà, OKR, c'est un acronyme. Le O, c'est objectif. Donc c'est un acronyme anglais, Objective and Key Result. Moi, le mot objectif, je l'aime pas trop. Je préfère parler d'ambition. Cette notion d'objectif, c'est derrière de trouver quelque chose qui va un peu mettre des étoiles dans les yeux, qui va donner une étoile du Nord, une direction, quelque chose qui est motivant, vers lequel on a envie de s'engager. Et la partie qui résolve, KR, ou indicateur clé en français, et c'est vachement moins sexy, c'est la partie qui va vous expliquer extrêmement concrètement, extrêmement factuellement, les conditions qui vont permettre de dire que l'objectif est atteint. Un bon OKR. En fait, un bon OKR, c'est quelque chose qui va vous inciter à sortir de votre zone de confort. Le but, c'est d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'atteindre. C'est d'aller chercher un impact que vous n'atteindriez pas si vous faisiez les choses comme d'habitude. Donc c'est vraiment une invitation à travailler autrement, à tenter d'autres choses, à expérimenter. Et un élément qui est essentiel pour que vous ayez des OKR qui fonctionnent bien et qui ait ce rôle de moteur, d'entraînement des équipes, c'est tout simplement le fait que ça soit construit en mode très fortement collaboratif. Alors, petit disclaimer, si les OKR de votre société sont entièrement décrits par votre comité de direction, félicitations, ce ne sont pas des OKR. Et un OKR, comme je vous l'ai dit, le but, c'est que ça soit quelque chose qui soit dur à atteindre. Parce que si en travaillant comme d'habitude, vous l'atteignez sans effort, il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas des OKR. Ça peut être un objectif, et c'est bien d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas confondre. Un exemple.
Imaginons, nous sommes une petite société et nous allons sortir notre premier produit, une application mobile et on y croit. Donc du coup, on se donne comme ambition le fait de lancer avec succès cette application mobile. Dans l'absolu, ça fait rêver, de voir le résultat de 2 ans de travail qui est un vrai succès. Maintenant, j'ai parlé de succès. C'est quoi? Comment je sais que c'est un succès? Ça peut être des opinions, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Mais en fait, on va tout simplement décrire le succès tel qu'on l'entend avec des éléments factuels, en utilisant des indicateurs. Et les indicateurs, c'est pas trop soumis aux opinions, c'est bien. Donc ça permet en fait de tous s'aligner sur ce qu'on appelle un succès. Dans mon exemple, par exemple, on a lancé une application mobile, on se dit que déjà, si on a 25 commentaires positifs sur les stores à la fin de la première journée de lancement, c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction. Si on se dit que dans la presse professionnelle, dans le secteur sur lequel nous travaillons, bah, il y a des échos positifs, des bêta-testeurs qui font déjà la promo sans qu'on les paye, hein, je précise. C'est pas mal. Si dès le premier jour, on a un certain nombre d'utilisateurs enregistrés, c'est top. Bon, sauf que ça veut surtout dire que j'ai un marketing qui est efficace. On est d'accord. Mais si ces utilisateurs-là, j'en ai une part non neutre qui continue à utiliser l'application N jours, N mois après son lancement, c'est pas que du marketing, c'est que l'application, elle a trouvé sa cible. Gardez en tête que les OKR, c'est toujours une vision personnelle, c'est une vision de l'équipe. Ma description du succès de ce lancement d'application, c'est pas forcément celui de la société d'à côté, et c'est pas grave. Ce qui va être important par contre, c'est qu'au sein de l'équipe, on soit tous alignés sur ça. Les enjeux. Élément essentiel quand on parle d'OKR, la transparence. Et quand je parle de transparence, c'est aussi bien sur les OKR en eux-mêmes que sur toutes les données qui vont avec. On reviendra sur la question des données. Les ambitions. Un OKR, c'est un magnifique véhicule pour partager une ambition. L'alignement. Quand on construit des OKR, il y a un très très gros travail d'alignement qui est fait. Et on reparlera de ça un peu après. Et la mesure. Si vous n'avez pas de vrais indicateurs avec des vrais chiffres, ça n'a rien à voir avec un OKR. Ce n'est pas forcément inutile, mais ce n'est pas un OKR. Je vous ai parlé de l'importance de la démarche collaborative. C'est vraiment essentiel. Déjà, comment est-ce qu'on structure des OKR dans une entreprise? Bah, le point d'ancrage classique, c'est tout simplement une vision, une stratégie d'entreprise. Ça, généralement, les fondateurs, le COMEX, pour eux, c'est extrêmement clair. Bon, pour le reste des collaborateurs, c'est pas forcément aussi clair. Et vous allez voir, les OKR, ça permet en fait de partager tout ça. Donc à partir de cette vision, ce que va faire typiquement un comité de direction, ou en tout cas le top management, c'est de formuler des OKR stratégiques. Alors le côté stratégique est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est des sujets de haut niveau et c'est des sujets qui s'inscrivent dans des horizons relativement longs. Une vision, une stratégie, c'est généralement multi-annuel. Et cet horizon de temps, bah, quand on est sur le terrain, il est beaucoup trop long. On a du mal à faire la relation entre les activités du quotidien et ce en quoi c'est au service d'une vision à très long terme. Donc on va commencer déjà par formuler une première niveau d'OKR, donc stratégique, un horizon long, mais qui va être typiquement un horizon annuel. Et 1 an pour les gens sur le terrain, ça fait déjà long, mais beaucoup moins que 5. À partir de ces OKR stratégiques, donc qui sont formulés généralement, comme je disais, par le top management, on va inciter les équipes à s'en emparer. On va du coup leur présenter, leur permettre de poser toutes les questions possibles, imaginables, de façon à ce qu'ils les comprennent. Et là, c'est magique, hein, mais quelque part, on est en train de parler stratégie. Et il y a un gros effort qui permet l'appropriation de la stratégie. Donc on partage tout ça avec les équipes et on va inciter chacune des équipes à se projeter sur les challenges qu'elles se fixent, elles, au service des OKR de plus haut niveau. C'est ce qu'on appelle l'horizon tactique. Et là, on va être sur un horizon de temps beaucoup plus court. Typiquement, le stratégique, c'est du 1 an, le tactique, c'est souvent 3 mois. Alors, les durées que je vous donne, elles sont purement indicatives, hein. Si vous voulez faire ça sur 4 mois ou sur 6 mois, faites. Après, c'est comme sur toutes les approches agiles, plus votre temps d'itération est court, mieux c'est. Et c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Alors, vous pouvez trouver des modèles d'OKR avec des niveaux intermédiaires et compagnie. Je les ai testés dans la vraie vie, ça devient compliqué et illisible. Après quelques années de pratique, je suis vraiment sur, ce niveau à 2, enfin, ces structures à 2 étages, à savoir des éléments stratégiques qu'on partage avec toutes les équipes et les équipes viennent s'ancrer directement là-dessus.
pas faire un niveau, direction, département, macro-service, petit service, équipe, sous-équipe, et groupe de 2 personnes. Faites pas ça. Dernier point, là, on a plein d'OKR qui émergent de toutes les équipes, c'est top. On a parlé d'alignement. Il faut absolument s'assurer que le tout est cohérent, que ce que proposent les équipes, c'est bien au service des éléments de stratégie formulés sous la forme d'OKR stratégiques, mais aussi que les équipes ne se marchent pas sur les pieds entre elles. Un exemple classique, imaginons, on est une société et on est dans le retail, dans le commerce. On a une équipe qui va, par exemple, va être spécialisée sur la vente en magasin. On a une équipe d'à côté qui va être spécialisée sur la vente sur internet. Si les initiatives de l'équipe internet consistent à phagocyter la clientèle des magasins, c'est top pour l'équipe, elle a des super résultats. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la société? Non, hein, il vaut mieux aller chercher des clients ailleurs, chez ses concurrents par exemple, plutôt que dans l'équipe d'à côté. Alors c'est caricatural, hein, comme exemple, mais j'en ai croisé des assez similaires dans la vraie vie. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ça, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Alors je pourrais vous partager un des déroulés type d'atelier, on pourra en parler demain si vous voulez. Là, ce que je vous partage, c'est vraiment les 4 grandes étapes que j'utilise pour animer en gros la totalité des accompagnements que je fais autour des OKR, qu'il s'agisse d'accompagnement top niveau sur des éléments stratégiques ou dans les équipes. Le premier point, c'est tout simplement bien de prendre connaissance de l'ancrage. Dans un COMEX, c'est typiquement s'assurer qu'ils sont alignés sur la stratégie d'entreprise. Bon, fun fact, c'est pas toujours totalement le cas. Où ils pensent qu'ils sont alignés, quand on commence à travailler, pas vraiment. Quand on travaille avec des équipes, c'est là où on s'assure en fait qu'ils ont bien compris, se sont bien appropriés, qu'ils se projettent bien sur les OKR stratégiques qu'on leur partage. L'étape d'après, bah, on va commencer au sein des équipes typiquement à créer ses propres OKR. Et la démarche que j'aime bien en fait, c'est de commencer par réfléchir sur les fameux objectifs, les ambitions. Quels sont les challenges qu'on se donne en tant qu'équipe? Et déjà formuler correctement des ambitions avec des phrases courtes, des phrases percutantes, je vous assure que c'est pas si évident que ça. Là encore, hein, sur le papier, ça a l'air très, très simple. Dans la vraie vie, un peu sportif. Une fois qu'on a ces objectifs, que tout le monde est d'accord, que la formulation est sympa, qu'elle met un peu des étoiles dans les yeux des gens, on passe à l'étape d'après. OK, on a des ambitions. Maintenant, concrètement, ça prend quelle forme? C'est la fameuse partie des définitions des KR. Donc je le fais en 2 étapes. Déjà, on identifie les indicateurs qui nous paraissent intéressants. Et là, il y a à nouveau un très, très gros travail. En général, ça s'appelle ouvrir la boîte de Pandore, hein. Et une fois qu'on a des indicateurs sur lesquels tout le monde est content, et au passage qu'on sait calculer à la bonne fréquence, qu'on sait analyser, on s'interroge sur les valeurs cibles. Et ces valeurs cibles, bah là, c'est là où il y a le côté challenge. C'est pas les valeurs qu'on atteint habituellement ou augmentées d'1%. C'est des valeurs qui correspondent à un gros effort. Et ce qu'on explique bien aux équipes à ce moment-là, c'est que c'est pas grave si c'est pas atteint à 100%. C'est un challenge. C'est pas un objectif qui, s'il n'est pas atteint, fait que vous n'aurez pas votre prime. Ça aussi, c'est important. Et dernier point qu'on fait généralement, par contre, en dehors des ateliers, c'est tout ce travail de partage, de relecture, de vérification d'alignement, de challenge, de communication, d'explicitation. Et c'est totalement essentiel. Si vous voulez que les équipes s'en emparent vraiment, se les approprient, elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de savoir que les challenges qu'elles se donnent, leur management est en phase. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, il y a des questions de moyens derrière. Si vous voulez travailler différemment, assez souvent, ça demande des moyens différents. Et ça, vous avez besoin de l'accord du management. Donc au passage, ces discussions, elles ont presque plus de valeur à mes yeux que le livrable en lui-même. Il y a vraiment des échanges extrêmement intéressants qui se passent sur ces phases-là. Donc ne les, comment dire? Ne les fiez pas, c'est pas toujours simple et ayez conscience de la valeur. Allez, est-ce que vous m'avez écouté? Qu'est-ce que vous pensez de ce KR-là? Je parle bien d'OKR, on ne parle pas de l'ambition. Donc Key Result. Si je vous dis que, une façon de mesurer le succès de je ne sais pas quel sujet, c'est de livrer la V2 du produit truc, enfin pardon, bidule, soyons clairs, avant fin 2022. Vous en pensez quoi de ce truc-là? Mouais, non, bof, oui? Alors j'ai pas le temps de faire durer le suspense, c'est dommage. Je vous confirme, ce truc-là n'est définitivement pas un KR.
À partir du moment où vous retrouvez dans des KR des choses qui parlent de moyens, de respect de jalons, de livrables, il y a un bad smell. Typiquement, là encore, issu de mes expériences, les OKR ne sont en aucun cas un moyen pour une direction de forcer la prise en compte d'un liste de projets prioritaires, d'un plan projet, d'un plan directeur. Ça n'a rien à voir avec des OKR. Les OKR, on parle d'impact, on ne parle pas de liste de trucs à faire. Bon, maintenant que j'ai des OKR, c'est cool, mais comment on fait pour se mettre en action? Mais ça, c'est tout simplement d'identifier les initiatives qu'on se propose en équipe, qu'on identifie en équipe, où tout le monde est d'accord pour se dire que c'est vraiment ça les premiers pas qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Donc on construit une liste d'initiatives et en fait, c'est une backlog, c'est une liste priorisée. Là encore, petit retour d'expérience, lancez pas 23 initiatives en parallèle. Ça vient en plus de votre travail, du quotidien. Lancer trop d'initiatives, c'est la recette parfaite pour que rien n'avance. À nouveau, des principes agiles. Chaque initiative, une initiative, c'est une action typiquement, un truc à faire. On doit pouvoir rattacher ça à un OKR ou au moins un KR. Quelque part derrière, il y a la notion d'hypothèse d'impact. Si on fait ça, c'est parce qu'on considère que ça va avoir un effet bénéfique sur tel élément des OKR. On fait les choses parce qu'elles ont un sens. À ce stade, ça ne peut être que des hypothèses. Et elles sont priorisées, comme je vous le disais. Et typiquement, un critère de priorisation, c'est tout simplement le rapport valeur de l'hypothèse d'impact par rapport à l'effort à engager. Là encore, c'est que du classique, hein, c'est que des choses que vous avez dû expérimenter et utiliser au quotidien des dizaines de fois. Hop, voilà. Bon, à ce stade, je suis pour le coup pas presque, mais définitivement en retard. Donc désolée, je suis en train de péter l'agenda. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler plus en détail, mais d'après ce que j'ai vu dans le public, vous connaissez déjà pas mal les OKR. En tout cas, je serai à votre dispo notamment demain si vous avez d'autres questions. En termes de retour d'expérience, alors ce retour d'expérience, c'est quelque part la synthèse, de 6 voire 7 ans d'accompagnement que je fais régulièrement ou d'utilisation que je fais régulièrement des OKR, que ce soit sur des missions spécifiques OKR ou dans des cadres d'accompagnement agile au sens très large. Première chose à retenir, quand vous utilisez des OKR, en fait, pensez impact. Si vous connaissez, vous avez entendu du pilotage par l'impact, en fait, c'est la même famille d'approches, la même famille de modes de pensée. Préférez la qualité à la quantité. Il ne faut surtout pas avoir trop d'OKR, ça ne sert à rien. Si vous n'arrivez à en faire émerger que 2 et que la règle officielle, c'est entre 2 et 5, si c'est 2 OKR et qui vous conviennent, forcez pas le trait pour en avoir absolument 5. Il vaut mieux en avoir peu de qualité que trop qui ne vous conviennent pas vraiment, sur lesquels vous n'êtes pas engagé. C'est du gâchis. Autre point, si vous vous lancez dans la démarche, vos premiers OKR, ils vont pas être géniaux. Vous allez typiquement vous retrouver avec des moyens. Un truc très simple et classique, c'est que vous apercevez que vous n'avez pas les bons indicateurs. Du coup, vos premiers objectifs, ça va être quoi? De vous outiller correctement. Et là, on revient en fait sur des OKR qui parlent de projets et de moyens, pas d'impact. Mais ça peut être des passages nécessaires. Soyez tranquille avec ça, c'est normal. La qualité, elle s'améliorera à l'usage. Il y a aussi une courbe d'apprentissage. Plus vous utilisez les OKR, plus la qualité de ce que vous produisez en termes d'OKR devrait s'améliorer. Le suivi des OKR. Là, je vous ai surtout parlé de comment est-ce que je les identifie, comment je les fais émerger. Maintenant que j'ai des OKR, c'est top. Si je ne les suis pas, bravo. Tout ce qu'on a fait ne sert à pas grand-chose, pour pas dire rien. Ça fait des posters. Si tous les objectifs ont été atteints, alors oui, vous êtes géniaux, vous êtes très très bien, vous êtes forts, mais c'est peut-être aussi que c'était pas assez ambitieux. Mais là, c'est pareil, ça fait partie des apprentissages. Ça veut simplement dire que sur le prochain cycle, on cherchera des choses plus ambitieuses. Le vocabulaire. Je vous l'ai dit, moi, le mot objectif, je n'aime pas l'utiliser. Ça renvoie au management par objectif, qui est une technique de management que j'aime pas. Surtout quand c'est lié à des bonus personnels et compagnie. Moi, j'utilise le mot ambition. Il y a des contextes métiers où il ne faut pas hésiter à reformuler ça avec du vocabulaire qui parle dans votre contexte. Ne soyez pas dogmatique. Le but, c'est que les gens aient envie de se lancer dans ces mécaniques d'amélioration. C'est pas qu'ils connaissent par cœur la théorie. Globalement, ça, on s'en fout un peu. Dernier point, et j'y reviendrai lourdement, les données. On a parlé d'indicateurs.
Est-ce que vous êtes dans des contextes où il y a plein d'indicateurs et plein de reporting? Ouais, je prends pas de risque, hein, en posant la question, on est d'accord. J'ai une fabuleuse nouvelle pour vous. Il y a de très fortes chances pour qu'une bonne partie de tous ces trucs-là, en fait, ça serve à rien. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent à calculer, à analyser et globalement, personne n'est capable d'indiquer une décision qui a été prise ou une connaissance qui a été acquise via ces trucs-là. Généralement, quand je commence des missions où je parle d'OKR, bah, on fait du ménage dans les indicateurs. On s'aperçoit souvent que ce qu'on calcule, bah, c'est pas utile, dommage, mais que les choses dont on aurait vraiment besoin, on les calcule pas, voire pire, on n'a pas les données pour les calculer. Voire encore pire, on calcule des trucs, mais on ne sait pas les analyser. Ça sert à rien. Donc attention, attention aux données. Puis ça tire tous les sujets, qualité de données, disponibilité des données. Toute petite anecdote, qui était en retard. Je me souviens d'un cas où, dans les OKR, il y avait des notions de rentabilité et c'était descendu jusqu'aux équipes quelque part. La direction proposait aux équipes de trouver des moyens d'améliorer leur rentabilité. Le DAF a toujours refusé de partager les éléments de coût. Vous m'expliquez comment vous gérez votre rentabilité sans avoir tous les éléments de coût? Ils avaient une partie, mais pas tout. Bah, les dés sont pipés, ça va pas marcher. C'est typiquement un sujet, lié largement aux données. Alors ça, c'est ma partie favorite. Est-ce que cette petite phrase vous parle? Alors s'il y a des statisticiens dans la salle, ça devrait carrément leur parler. Corrélation n'est pas causalité. Bon, dit comme ça, c'est top, ça permet de briller dans les dîners mondains, mais ça ne devrait pas forcément vous parler. Ça, par contre, ça va vous parler. Ce site est génial au passage. Corrélation, pourquoi je parle de corrélation? Vous voyez là les 2 courbes. Elles évoluent de la même façon, que ça soit à la hausse, à la descente. Vu de loin, on dirait, bah, oui, clairement, bah, ça veut dire que les 2 indicateurs sous-jacents, ils sont liés. Donc si je vois une des courbes monter, bah, c'est logique, l'autre, elle va monter. C'est normal, c'est lié. Puis après, on lit la légende. Alors, la courbe rouge, c'est les dépenses américaines dans le domaine de la science, de l'espace et de la technologie. Cool, hein? La courbe noire, c'est le nombre de suicides par pendaison, étranglement et suffocation. Est-ce que vous pensez vraiment que plus on investit dans les technologies spatiales, plus de gens suffoquent? A priori, non. Donc, corrélation, dans ce cas. Mais alors, causalité, absolument pas. Enfin, j'espère. Alors, le site est plein, plein, plein d'exemples de ce type-là. Et si vous avez envie de rire 5 minutes, je vous le conseille vraiment. Et les personnes qui vous parlent de corrélation et de lecture de courbes, renvoyez-leur des exemples de ce site. Il y a des trucs géniaux. OK, gardons le cap. Finalement, OK, là, je vous ai parlé des OKR, je vous ai dit comment on les construit, je vous ai donné des pistes. Je vous ai pas dit pourquoi on les utilise. C'est ballot, hein? Non, parce qu'un outil à la mode, c'est cool, mais à quoi ça sert? Les OKR, pour moi, c'est un outil qui a pour but d'aider les équipes à garder le focus sur ce qui est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Bon, là, classique, hein, ce slide-là, vous devez l'avoir vu sous à peu près 25 formes différentes. On parle de monde volatile, de monde incertain, de complexité, d'ambiguïté. En gros, tout bouge tout le temps, très vite, et c'est parfois compliqué d'anticiper ce qui va se passer. C'est un peu notre quotidien. Bon, l'avantage, c'est que depuis 2020, quand je parle de ça, j'ai même plus besoin d'expliquer. Les gens ont bien vu ce que donne une pandémie, personne ne l'a vu venir, ça a eu un petit impact et le côté, bah, c'était pas prédictible, tout le monde est d'accord ou presque. OK, autre point. Ce monsieur à l'écran, c'est George Patton, connu notamment pour avoir été un des généraux phares américains dans les combats de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les citations célèbres de ce monsieur, il y a notamment celle-là: «Ne dites pas aux gens comment faire les choses, expliquez-leur ce qu'il faut faire et laissez-les vous surprendre avec les résultats». Cette phrase, elle me gêne un peu. En fait, la partie qui me gêne, c'est, dites-leur quoi faire. Moi, je vous propose ça. Partagez avec eux les résultats qu'on aimerait obtenir et faites confiance aux équipes pour faire en sorte de vous émerveiller avec leur capacité à imaginer des tas de trucs que vous n'auriez pas identifiés pour atteindre ces résultats. Bah, en fait, c'est ça la logique qu'il y a derrière les OKR.
Mais promis, hein, ça vient pas de l'armée. Difficulté majeure. Bah, en fait, dans notre quotidien, on est tous bombardés par des milliards de tonnes de trucs, d'injonctions, d'actions, d'urgences. Du coup, rester focalisé à 100 sur ce qui est vraiment important, bah, c'est une gageure. C'est vraiment compliqué. Ah, attendez, problème technique de télécommande. OK. Donc comme je vous le disais, dans ce quotidien où on est bombardé, bah, réussir à vraiment tout prioriser, à garder du temps pour ce qui est vraiment important, à pas se disperser, c'est très, très compliqué. Et du coup, les OKR, c'est un bon moyen en fait de vous aider. Là, je vous ai mis un extrait de la préface du premier livre que j'ai lu sur les OKR, il y a quelques années. Alors moi, j'ai lu la première édition, je vous conseille vraiment la seconde. À l'époque, bah, j'étais responsable d'équipe et je cherchais en gros des trucs et astuces, des outils pour aider justement mon équipe à faire le tri et à bien garder en tête les éléments qui étaient importants et pas se laisser noyer sous la masse de sollicitations. Alors équipe de développement, hein, donc autant vous dire qu'entre la production, les utilisateurs, les machins, les trucs, les bidules, les boîtes mail de tout le monde ne désemplissaient pas. Ces principes-là, c'est les principes en fait directeurs quelque part des OKR. Le premier principe qu'il y a derrière, le premier point important, c'est qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on trouve des moyens de garder les gens motivés? Comment est-ce qu'on entretient cette motivation? Comment est-ce qu'on met des étoiles dans les yeux dans les équipes? Second principe, OK, on parle d'amélioration, on parle de relever des challenges, mais comment est-ce qu'on sait qu'on progresse? Est-ce que c'est juste une opinion? Est-ce qu'on se tape sur l'épaule au café? Ou est-ce qu'on va chercher des faits? Bah, la réponse, elle est dans ma question. Bien évidemment, on a besoin de faits. Et l'idée, c'est aussi d'outiller les équipes pour qu'elles soient elles-mêmes en capacité de mesurer le fait que ce qu'elles font, ça a de l'impact, que ce qu'elles font, ça sert. Donc finalement, les OKR, c'est un système en 3 parties. Le premier, bah, se fixer les fameux objectifs inspirants, les ambitions dont je vous parlais. Second point, bah, une fois qu'on a ça, on les met en œuvre, on lance l'initiative, on fait des trucs. Il devient totalement essentiel de mesurer l'impact de ces initiatives. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on progresse? Ça sert notamment à stopper les choses quand on s'aperçoit qu'elles n'ont pas l'impact attendu, voire dans le pire des cas, qu'elles sont contre-productives. Et là, c'est urgent de stopper quand vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Et troisième point, bah, mettez de la régularité, faites-en une habitude. S'il y a dans la pièce des agilistes, et a priori oui, ça devrait vous rappeler des trucs si vous connaissez Scrum. On travaille en cycle, on se donne des challenges, on vérifie régulièrement où on en est, et si jamais il y a un écart, on prend des actions pour se remettre sur la bonne trajectoire. C'est la même démarche. Je vous l'ai dit, en tant qu'agiliste, les OKR, c'est un truc simple à comprendre au moins. Alors, niveau de déploiement, parce que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de transformation sur la slide de titre et puis je vous en ai plus jamais reparlé. On y vient. Les niveaux de déploiement classiques sur les OKR. Le produit. Les OKR, c'est un truc assez génial pour décrire les critères de succès d'un produit. Comment est-ce que je sais que mon produit, il marche? À quoi je mesure le succès? Comment je le décris? Comment je fais en sorte que tout le monde soit d'accord sur ces fameux critères de succès? En fait, avec les OKR, vous avez une formule extrêmement courte, extrêmement percutante pour partager tout ça de façon efficace. Et comme c'est collaboratif, bah, en théorie, ça devrait parler à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit souci dans votre méthode. Au niveau d'une équipe, moi, à titre personnellement, je vous l'ai dit, je suis tombée sur les OKR quand je cherchais des éléments liés à du management d'équipe. Ma première expérience, on n'avait pas d'OKR stratégique, tout ça. On était un centre de service caché au fin fond d'une banque. Mais mon équipe, elle avait besoin de partager des éléments. Elle avait besoin de parler des challenges. On s'est lancé là-dedans, alors un peu en mode expérimental, bricolage et compagnie. Mais typiquement, la première itération, ça a permis à l'équipe de réalisation, et pas à moi en tant que manager, de partager avec le management client un certain nombre de problématiques qu'ils avaient en tête. Ça a typiquement permis d'ouvrir une conversation ultra intéressante sur la gestion de la dette technique, sur des sujets tech qui tenaient énormément au cœur de mes équipiers, mais où le client ne voyait pas vraiment l'intérêt ou la valeur à investir du temps et de l'argent dessus. Bah, ça a permis d'ouvrir la conversation. Troisième point, bah, depuis, j'ai continué à jouer un peu avec les OKR et j'utilise de plus en plus dans des cadres d'organisation. Je vous l'ai dit, ça permet de parler de la stratégie, ça permet de la vulgariser, ça permet aux gens de poser des questions, de se l'approprier, d'être actifs dans les évolutions, dans les choses qu'il faut faire. Ça, c'est l'utilisation la plus classique, en fait.
Et depuis quelque temps, bah, en fait, les OKR, je les utilise aussi dans des cadres de transformation. Alors transformation agile, transformation digitale, vous appelez ça comme vous voulez. OK, on rentre dans le vif du sujet, la transformation. Alors ceci est un extrait du site du Larousse. Définition de la transformation, parce que bon, déjà reposons les bases. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de transformation? Alors, la transformation, c'est le passage d'une forme à une autre, typiquement la transformation de la chrysalide en papillon. Et là, maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai mis des papillons partout sur les slides. OK. Est-ce que cette illustration, d'après vous, illustre vraiment ce qu'est une transformation agile? Donc, passage d'un état ou d'une forme, chenille, à une forme finale, papillon. Ça vous parle? Vous avez vraiment l'impression que c'est ça, une transfo agile? Ouais. Non, pas vraiment. Une transfo d'organisation humaine, c'est absolument pas conforme à la définition du Larousse. Tout simplement parce que ça se termine pas. On n'a pas d'état stable final. On peut avoir un état stable, mais il est intermédiaire. À un moment ou à un autre, il ne sera plus désirable. Une transformation, c'est tout simplement la mise en mouvement perpétuel d'une organisation. Alors en fait, dans la vraie vie, l'organisation, elle est déjà en mouvement. C'est juste que les gens n'ont pas forcément conscience. Là, derrière, une transformation, il y a une intention et on s'approprie, on intègre totalement le fait que cette mise en mouvement, elle est saine, elle est naturelle, elle est désirable. Bon, survie en environnement incertain, le fameux slide VUCA que vous avez dû voir un certain nombre de fois. Du coup, est-ce que c'est vraiment ça notre réalité? Ben là encore, j'en suis pas très sûre. Déjà, j'aime pas parler de survie en environnement incertain, moi je préfère parler de complexité. Et là, je pense qu'il y a des gens qui me voient venir. Et quand je parle de complexité, bah, le slide VUCA, il ne me parle pas. Je préfère ceci. Que Nevin. Est-ce que vous connaissez? C'est pas grave sinon. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors déjà, c'est du gallois. Donc il n'y a aucune relation entre la façon dont ça s'écrit et la façon dont ça se prononce. C'est normal. C'est un mot gallois qui parle de lieu ou d'habitat. Et c'est surtout un framework qui vient outiller le management avec tout ce qui est théorie de la complexité. Et ce n'est pas un modèle de catégorisation. On ne va pas vous dire que telle situation est incertaine, que telle situation est truc. C'est plutôt un modèle qui a pour vocation de donner du sens, dans le sens où vous comprenez votre contexte, et à partir de ce que vous comprenez, vous, vous comprenez en gros le contexte dans lequel vous opérez, et vous choisissez derrière le type de comportement adapté à ce contexte-là. Donc là, c'est un peu obscur, je suis désolée, je n'ai pas le temps de vous faire une conf complète sur Kinefin. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous documenter dessus, c'est passionnant. Dernier point, son créateur, c'est Dave Snowden. Il a publié énormément de choses, il y a beaucoup de talks. Alors sur les vidéos, privilégiez les vidéos récentes, il a fait un gros travail sur son accent gallois et c'est beaucoup plus compréhensible. Les talks anciens, je vous garantis que c'est rude. OK, Kinevin, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, je ne vous ai pas pris la présentation classique, j'ai pris ça avec des petits démons parce que c'était plus marrant. En fait, il y a 5 éléments. Le premier élément, c'est la falaise haute. C'est des situations en fait qui sont simples. Et là, en fait, quand le contexte est clair, n'importe quelle bonne pratique, type recette de cuisine, va vous permettre de gérer la situation. En gros, vous voyez un problème, la solution, elle est connue de tous, il suffit d'appliquer la recette. Le suivant, le domaine compliqué, parce que compliqué et complexe, c'est pas la même chose. Compliqué, en fait, c'est le domaine des experts. La situation est moins simple, elle est moins claire, mais si vous faites appel à des experts, ils vont vous proposer une démarche, une méthodologie, une façon de faire qui va marcher. Complexe, c'est là où ça se gâte. C'est pas si simple. C'est pas très très clair. Même les experts sont pas capables de vous indiquer la méthode qui va marcher ou une méthode qui va marcher sans coup férir. Le seul moyen avéré pour opérer correctement dans ce genre de domaine, c'est via l'expérimentation. Et le quatrième cadran, c'est le chaos. Le chaos, grosso modo, si vous y êtes allé délibérément parce que vous voulez innover, que vous sortez complètement de votre cadre et que vous assumez le fait d'être vraiment dans l'inconnu, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous retombez là-dedans, pas complètement par hasard, la chose à faire, c'est de trouver un moyen d'en sortir le plus vite possible. Le chaos, en fait, c'est inexplicable. Personne ne comprend ce qui se passe.
n'y restez pas. Et il y a un point au milieu, la confusion. Là, les gens sont totalement perdus, on ne sait même pas dans quel cadre on est. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais lisez, c'est vraiment passionnant. Du coup, par rapport à ça, les transferts agiles, d'après vous, ça rentre où? Est-ce que c'est quelque chose de clair? On a un problème, tout le monde connaît la solution? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué? On a un problème, mais c'est pas grave, on a des experts qui vont oups là, je me suis auto, flûte. Alors, compliqué, on a des experts, on les paye, c'est top, ils vont avoir une solution. Est-ce que c'est complexe? Aucun expert n'a une solution qui va marcher sans coup férir? Ou est-ce que c'est le chaos, il se passe des trucs, personne ne comprend rien, puis bon à la rigueur, c'est pas grave. Bon, vu que je me suis auto-trollée, vous avez la réponse. Une transformation agile, c'est quelque chose qui est complexe. Aucun consultant, aucun coach agile, aussi senior soit-il, n'a la recette miracle. Et si elle ou vous le dit, c'est un mensonge. Le seul moyen là-dedans, c'est de procéder par expérimentation. Et là-dessus, le truc qui est génial, c'est que les OKR, ça aide. Comment je fais le pont? Bah, tout simplement, si une transfo, c'est quelque chose de complexe, un bon moyen de gérer la chose, c'est tout simplement de prendre une approche agile, une approche itérative. On travaille sur des petits objectifs, on avance pas à pas, on collecte du feedback. Du coup, en poussant un tout petit peu, on peut dire qu'une transfo, bah, en fait, c'est comme un produit et ça se gère de la même façon. Le produit de transformation, bah, déjà, une transfo, ça s'ancre dans une vision stratégique. Si on vous dit qu'on se transforme pour être agile, fuyez. On se transforme parce qu'on cherche à gagner des avantages compétitifs ou en tout cas à assurer la survie de l'organisation. Il y a forcément des éléments très concrets derrière. Sinon, il y a un problème. Une transfo, bah, c'est bien d'avoir une backlog de sujets ou un backlog. En gros, une liste priorisée qu'on revoit régulièrement et qu'on priorise. Moi, j'aime beaucoup les transformations sur lesquelles on avance en mode cadencé, par itération. On structure les choses, on prend des temps de recul, on organise les revues, les priorisations. En quelque part, on donne de la visibilité. Donc, en début d'itération, on sélectionne les sujets prioritaires pour l'itération. À la fin de l'itération, on fait une revue, on fait une rétrospective. Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Qu'est-ce qui a bien marché? Et vous savez quoi? On peut même faire des démonstrations. Et surtout, surtout, on collecte du feedback. On collecte de la donnée. On collecte de la mesure d'impact. On vérifie que ce qu'on fait, ça a un vrai impact et qu'on n'est pas juste en train de dépenser un budget. Allez, OKR au service de votre transformation. Les OKR, je vous l'ai dit, c'est un super outil de pilotage par l'impact. Et le pilotage d'une transformation, quand on arrive à faire du pilotage par l'impact, bah, ça donne vraiment une autre dimension à ce qu'on fait. Et on s'aperçoit que la transformation, on arrive à cranter des choses et de façon délibérée. Comment on fait? Alors ce que je vous montre là, c'est typiquement ce que je suis en train de alors que nous sommes en train de déployer chez un de mes clients actuellement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux sponsors et à la coalition de nous partager la vision de la transformation. En fait, on leur a fait écrire un manifeste sur le sujet et on les a fait travailler sur l'identification d'une série d'OKR stratégiques de transformation, qui sont en gros les ambitions à la fin de l'année. À partir de ça, l'équipe de transformation, elle s'est emparée de tout ce matériel. Elle a proposé toute une liste d'OKR tactiques. Là, par contre, on est sur des itérations longues. Actuellement, nous, on est sur des itérations de 3 mois. C'est un test. On va voir s'il faut passer à 6 mois. J'espère pas. Et à partir de ces OKR tactiques qu'on a partagés à une population non négligeable dans l'organisation, on a fait un appel à contribution pour embarquer un maximum de gens dans l'appropriation de ces OKR, donc de la vision des OKR stratégiques, des OKR tactiques. Et l'appel à contribution, c'est tout simplement qu'on a demandé aux gens quels sont les sujets qu'eux voient qu'il faut traiter pour faire avancer les choses. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour plusieurs choses. Déjà parce que quand la transformation est portée entièrement par une équipe externe, au hasard une bande de consultants, c'est compliqué pour les gens en interne de se l'approprier, de comprendre ce qui se passe, d'être un peu rassurés. Il se passe des choses en chambre. Si j'étais un peu taquine, je vous dirais qu'en gros, on a conçu un modèle dans un coin entre consultants. Puis après, on déploie le modèle. Et puis, comme il y a des gens pas convaincus,
bah, on leur tape dessus parce que, bah, ils sont bêtes quoi, ils ont pas compris que c'était ça qu'il fallait faire. Enfin, ils y mettent pas du leur. Les transfos comme ça, j'en ai vu quelques-unes. Je suis pas très fan. Je crois vraiment au fait qu'on est là pour fonctionner en mode éminemment collaboratif et ce type de structure, ça permet aux gens d'être acteurs de la transformation. Un exemple typiquement d'OKR de transformation. Alors ça, c'est un OKR, tactique. Nous souhaitons diminuer le time to market des sujets majeurs pour les produits de type X. Imaginez une grosse société. Comment est-ce qu'on sait qu'on a réussi ça? Bah, typiquement, quand on se dit qu'on fait au moins 2 livraisons en production par trimestre sur ce produit. Alors pensez, IT legacy, hein, le genre de truc où, quand il y a une livraison tous les 18 mois, c'est top, surtout si en plus on se finit pas avec une semaine d'indisponibilité. Le change failure rate est inférieur à 10. Alors change failure rate, c'est le taux de livraison, qui, provoque une anomalie en production. En gros, vous livrez, vous pensez que tout va bien, manque de bol, vous avez généré une régression, marche arrière, patch en urgence, tout ça. Ça veut dire qu'on livre très souvent et en plus, quand on livre, on casse rien. 3e point, si jamais on a cassé quelque chose, ce qui est pas, complètement, inévitable, on se dit que, on se donne les moyens au moins de rétablir le service en moins d'une demi-journée. Quand vous avez des applications ou une mise en prod ratée, il faut 1 semaine pour revenir en arrière, je peux vous assurer que ça, c'est un challenge. Et dernier point, on livre souvent, c'est cool, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des utilisateurs. Donc on se donne aussi un objectif de satisfaction utilisateur qui est haut. Et en faisant ça, mine de rien, ce qu'on fait, c'est qu'on a exploré différentes facettes autour de la question d'augmenter la fréquence des livraisons. L'objectif. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Cet OKR-là, on l'a partagé. On l'a partagé largement avec toutes les équipes qui sont concernées par ces sujets, donc de l'équipe de dev, du métier, des équipes de production, des intégrateurs. Et on leur a demandé ce qui, par rapport à leur quotidien, par rapport à leur connaissance, à leur expertise, leur paraît être les sujets qu'il faut enclencher tout de suite pour commencer à avancer. Là, on a utilisé un principe qui est très cher à mon cœur. Ce principe-là, il est très simple. C'est ceux qui font qui savent. Aucun consultant externe n'a la meilleure connaissance du système, de ce qui se passe, des trucs qui bloquent, des trucs qui marchent, que les gens qui opèrent ça au quotidien. Si vous faites sans les gens qui savent, sans les gens qui font, la probabilité de passer à côté de quelque chose d'important est élevée. Respectez le savoir des gens qui font. C'est essentiel. Donc là, on a organisé tout plein d'ateliers. En tout, on a vu, sur le périmètre sur lequel on a commencé à faire ça, on a vu 250 personnes. Les 250 personnes, on leur a présenté tout ça, on leur a demandé sur les différents OKR, qu'est-ce qu'ils voyaient comme initiative. On a collecté plus de 400 initiatives. Derrière, passe de tri, synthèse, tout ça. Et une fois qu'on a ça, ça a été priorisé. Et les équipes, en fait, c'est leurs idées, leurs actions. Donc là, il n'y a pas de résistance à lancer les actions qu'eux-mêmes ont identifiées. Surtout avec le support du management pour débloquer les moyens nécessaires. Ça, ce que ça permet, c'est tout simplement remettre les équipes, ceux qui font, à la place qu'ils méritent, à savoir au centre. Ce sont eux les acteurs de la transformation. Et ça, c'est très important. Et finalement, l'équipe de transformation, là-dedans, ils sont juste là en support. Et je fais partie de l'équipe de transformation. La vraie transformation, c'est pas moi qui l'a fait. C'est les gens qui font. Je vous ai parlé du suivi. Ça, c'est le résumé du dispositif de suivi cadencé qu'on met en place. Alors, il y a la vidéo, il y aura les slides. Et typiquement, sur l'open space, si vous avez des questions dans le détail, je pourrais vous répondre. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Gardez en tête, en fait, qu'on fonctionne du coup par ce qu'on appelle des saisons de 3 mois. Et que tous les 3 mois, on recommence ce cycle de identification des sujets, priorisation des sujets. En fin de cycle, on fait le bilan. Alors, pendant le cycle, je ne l'ai pas matérialisé là, mais on fait des prises de mesures intermédiaires de l'évolution des indicateurs, hein, pour vérifier qu'on n'est pas en train de partir dans le mur. Et ce qu'on essaie de faire aussi, et on va terminer notre premier cycle chez mon client actuel à la fin de l'année, c'est quand on va terminer le cycle, on va organiser une démo où on va inviter les gens qui font à venir partager avec l'ensemble de la population du périmètre les choses qu'ils ont réussi à cranter. Et ça, c'est magique. Vraiment. Il se passe des trucs de fou dans ce genre d'événement. Mes apprentissages.
Le fait d'ancrer les OKR de la transformation dans la stratégie de l'entreprise, dans la vision future qu'en ont les dirigeants, mais en fait, ça permet une appropriation de cette vue stratégique par tous. C'est un bien meilleur moyen de communication de la stratégie que n'importe quelle newsletter ou poster ou vidéo du DG. L'utilisation des OKR, mine de rien, dans ce genre de contexte, ça remet aussi du sens dans le quotidien des gens. Ils ne sont pas que dans le fait de courir après le quotidien, ils se retrouvent à participer à une chouette aventure. Bah, pour des gens qui se bagarrent avec les mêmes problèmes depuis 10 ans, quand ils commencent à voir que ce qu'ils font, ça a de l'impact, qu'ils sont sollicités, bah, le niveau d'énergie, c'est plus du tout le même. Et les frustrations, elles se déplacent, elles sont plus au même endroit. Donc il se passe vraiment des trucs et c'est concret. Alors ça marche pour, un portefeuille, une backlog produit, une backlog d'initiative. Le premier critère, c'est: est-ce que ce truc-là, il y a une hypothèse d'impact intéressante sur un des OKR? Oui? OK, on regarde en détail. Non? Va falloir être convaincant. Et ça permet de beaucoup faciliter et factualiser les discussions autour des priorisations. Pilotage par l'impact. Ça ne marche que si vous réévaluez très régulièrement l'impact concret de ce que vous faites. J'ai un petit exemple très parlant, c'est par exemple la formation. Programme de transformation, on affiche des super chiffres. Ouais, on a formé 3000 personnes cette année à l'acculturation agile. Top. Et non, parce que ça, la seule chose que ça explique, c'est comment est-ce qu'on a consommé notre budget formation. Dans le quotidien des gens, on n'a aucune garantie qu'il y ait quoi que ce soit qui ait progressé vers plus d'agilité. Cet indicateur-là, c'est facile à calculer, c'est simple et c'est totalement inutile si on cherche à vérifier que les gens sont en train de s'approprier et de transposer dans le quotidien des pratiques agiles. En général, sur un programme de transfo, c'est plutôt ce point-là qui nous intéresse. Consommer du budget, on sait faire. Il n'y a pas de difficulté. Faire en sorte que les gens changent, c'est là où il y a les enjeux. Et surtout qu'ils changent volontairement, qu'on ne leur impose pas. Autre point, le mode éminemment participatif, collaboratif, très transparent qu'on a sur toute la démarche, bah, ça a aussi un impact. Les gens comprennent, les gens voient, les gens s'approprient, les gens participent. La transformation n'est plus quelque chose qui leur est imposé, ils en sont acteurs. Et si vous avez déjà subi une transformation pensée par d'autres, cette dernière phrase, elle devrait vous parler. Là, on n'est plus passager embarqué dans un rallye fou, on est copilote. C'est quand même cool. Point d'attention. Alors, le dispositif de suivi, j'arrête pas de vous dire que c'est essentiel. Par contre, faites très attention. Si vous commencez à mettre un dispositif beaucoup trop lourd par rapport à la capacité à faire des gens, vous êtes en train de tuer la mécanique de l'initiative. Et là, je n'ai pas de recette magique, hein, c'est par expérimentation. Essayez autant que possible, en fait, d'intégrer les points de suivi dans des structures de réunion ou de gouvernance qui existent. Par exemple, sur le produit, c'est simple, hein. Vous pouvez utiliser les revues produits, vous pouvez utiliser les rétrospectives. En revue produit, on regarde les OKR de succès du produit. En rétrospective, on peut parler, par exemple, des initiatives. Évitez de créer des réunions spécifiques, s'il vous plaît. Pensez au temps des gens. Pour que ça marche, il faut que vous ayez les bons porteurs sur les OKR. Donc des gens qui vont être les ambassadeurs, qui vont animer, qui vont aider les équipes à se rappeler que ces trucs-là, c'est ça qui est important, qui vont potentiellement aller débloquer des moyens. Là, si vous n'avez pas des gens qui sont vraiment impliqués, vous perdez une courroie de transmission efficace. Alors, je vous ai parlé d'initiatives, d'avoir une backlog. Moi, ce que j'adore faire, c'est d'avoir dans ces initiatives, y compris dans les éléments priorisés, des choses qui vont avoir des effets visibles sur des horizons de temps différents. En fait, il y a forcément des sujets long cours à traiter, mais ça fait quand même tellement de bien au moral d'avoir des quick wins et de voir régulièrement des petites choses qui bougent. Quand vous travaillez sur des sujets à horizon long comme des transformations, bah, c'est très rassurant quand dès le mois suivant, vous voyez des choses qui se crantent. Pour la motivation, c'est quand même extrêmement puissant. Donc ce n'est pas forcément des initiatives à la plus haute valeur ajoutée, au plus gros impact, mais ça fait partie en gros du dispositif d'entretien de la motivation. Dernier point, la sécurité psychologique. J'insiste très lourdement. Je vous ai expliqué pourquoi je n'utilisais pas le mot objectif. Objectif, ça renvoie au management par objectif. Pour ceux qui n'auraient pas la chance d'être exposés à cette pratique,
De façon à peine caricaturale, c'est, votre manager vous donne vos objectifs de fin d'année, y associe un bonus. Si les objectifs sont pas atteints à 100, vous faites une croix sur un élément de votre rémunération. Est-ce que c'est vraiment encourageant? Est-ce que c'est plutôt punitif? Ça dépend. Moi, je préfère parler d'ambition et il y a un gros travail qui est fait pour rassurer les gens que ne pas atteindre une ambition à 100, c'est normal. Ce qui est important, c'est d'avoir cranté une progression et l'objectif, il est délibérément ambitieux. Si on est à 70 de l'objectif, c'est déjà vraiment top et en creux derrière, bah, je vous ai dit que c'est une incitation à travailler autrement. Donc ça veut dire qu'on va se lancer dans de l'expérimentation. Il faut absolument qu'il y ait un droit à l'erreur, un droit d'oser, un devoir d'oser. Si dès que les gens sortent du process régalien, ils se font engueuler, ils ne tenteront rien. N'essayez même pas de transformer quoi que ce soit si vous n'avez pas le droit de faire autre chose que le process gravé dans le marbre. Ça ne marchera pas. Et dernier point, les ressources. Et la ressource principale, c'est le temps des personnes. L'argent, c'est un faux débat, sauf dans des cas très limités. Le vrai sujet, c'est le temps des gens. Si personne n'a le temps d'expérimenter, le temps de se poser, de prendre du recul, de réfléchir, ça ne marchera pas. Et quand je dis ça, c'est les gens qui font. Je rappelle, c'est pas les consultants, c'est pas l'équipe de transformation. C'est les gens qui aujourd'hui sont déjà assez souvent noyés dans leur quotidien. Donc ce prérequis-là, il est vraiment pas simple. Et dernier mot, dernier cas, quand le mot transformation est tabou. Les transfos agiles, ça fait quand même maintenant un moment que les entreprises se lancent dedans et qu'elles font des trucs. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas du tout atteint les objectifs affichés. Il y en a même qui ont été traumatiques pour certaines personnes, certaines équipes. C'est non seulement la promesse n'est pas tenue, mais après la transformation, ça marche encore plus mal. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle? Un peu, hein, quand même, on est d'accord. Dans ce contexte-là, quand vous êtes, par exemple, la 3e équipe de transformation à débarquer en 8 ans, l'accueil est pas vraiment enthousiaste. C'est un peu: «Encore des coachs, ils vont encore nous expliquer des trucs qu'on sait et ça marche pas. Ils vont nous faire perdre du temps. Moi, j'ai pas le temps». Ça, je l'ai déjà entendu quasiment dans ces termes. Bah, c'est ça, ce genre de contexte. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Bah, parler de transformation, faut pas le faire. Vous allez braquer les gens. Du coup, j'aime bien utiliser ce genre de principe, le nudge. Alors je vous pose beaucoup de questions, je sais, mais est-ce que ça vous parle? Non? Le principe du nudge, c'est de mettre en place les conditions qui vont favoriser l'adoption du comportement attendu par les personnes. Alors oui, ça peut être un peu proche de la manipulation, on est d'accord. Mais c'est de la gentille manipulation. Là, l'exemple, la photo que je vous ai montrée, je la trouve géniale. C'est, lié à l'exercice physique. Le principe, c'est que, bah, les gens ont tendance à de moins en moins bouger et c'est pas un comportement désirable, notamment en termes de santé publique. Dans ce cas-là, sortie de métro, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que les gens évitent de prendre l'escalator et en fait aient envie de prendre l'escalier? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié l'escalier et l'escalier, là, quand vous marchez sur les marches, ça fait de la musique et du coup, monter l'escalier, ça devient un jeu, c'est cool et vous voyez des gens qui, notamment quand ils ont un peu une formation de pianiste, ils montent, ils descendent, ils remontent, ils font des grands pas parce qu'ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de jouer de la musique avec des marches d'escalier et quand on met en place ce genre de choses, le taux de recours à l'escalator s'effondre. Alors on garde l'escalator parce que quand vous avez des béquilles, une poussette, l'escalier c'est assez moyen. Mais pour toutes les personnes qui le peuvent, ça devient plus sympa de prendre l'escalier que l'escalator. Objectif atteint. Et ça, c'est vachement plus efficace qu'une affichette santé publique qui vous dit qu'il faut que vous preniez l'escalier. Mais en fait, c'est un peu le même principe. On peut utiliser les OKR comme nudge. Tout simplement parce que mettre en place une démarche OKR, ça permet d'introduire un certain nombre de concepts. Déjà, il y a un gros travail sur l'alignement, comme je vous l'ai dit. On parle des sujets importants, on s'aligne, on se met d'accord, on s'approprie des sujets. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de co-construction dans les OKR bien faits. Donc de collaboration, on augmente le niveau de collaboration. On cherche à garder un nombre réduit de sujets sur lesquels on se focalise. On n'ouvre pas 53 sujets et rien n'avance. On choisit 1, 2, 3 sujets et on concentre l'énergie et les moyens disponibles là-dessus pour cranter des choses de façon visible. On factualise.
On arrête de prendre des décisions juste sur des opinions. On récupère de la donnée, on analyse de la donnée. Si on n'a pas les bons indicateurs, on fait un travail de mise en place des bons indicateurs. Ça, c'est pas simple. Il faut de la transparence. Si vous voulez vraiment que vos OKR fonctionnent, il faut de la transparence. Du coup, mettre en place des OKR, ça veut dire quoi? Améliorer le niveau de transparence dans votre organisation. De l'inspection régulière, je vous l'ai dit, on fait des points de suivi, on relève les indicateurs, on analyse, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de s'améliorer. Ça tire de l'amélioration continue, ça tire de l'apprentissage continu, et ainsi de suite. J'imagine que tout ça, ça vous est familier. Tout ça, vous en avez entendu parler dans d'autres cadres. On est d'accord. Tout ça, c'est tout simplement des pratiques et des marqueurs culturels agiles. Donc en déployant des OKR avec une démarche à peu près de qualité, j'amène plein d'éléments rattachés traditionnellement à de l'agilité, sans prononcer une seule fois le mot transformation, une seule fois le mot agilité. En gros, j'ai hacké le système. Et ça, j'aime bien. Donc là, à ce stade, je suis même définitivement en retard. Donc j'irai pas plus loin sur cette conférence, mais comme je l'ai dit, je suis là les 2 jours. Prochaines expérimentations, parce que moi-même, je suis en apprentissage continu. Ce que je vous ai expliqué, c'est des choses que je fais, que je vis, et je vous ai pas parlé de tous les cas où je me suis plantée, mais il n'y a pas eu que des succès. Mes prochaines expérimentations, il y a, la notion de pari, de bet, qui a été notamment documentée par John Cutler et qui est issue, en tout cas plus ou moins, du Spotify Rhythm, qui me donne vraiment envie d'aller tester des choses, sur ce système-là. Il y a, vraiment ces logiques d'expérimentation. Comment est-ce que je peux renforcer dans la mise en place des OKR tout le cadre propice à l'expérimentation et des expérimentations correctement faites? Pensez typiquement popcorn flow. Il y a aussi, dans cette démarche d'apprentissage, d'amélioration continue, une parenté forte que je vois, après la connexion est peut-être un peu bizarre, avec les Toyota Kata. Alors, rappel, hein, Toyota Kata, c'est pas Toyota qui a créé le nom, c'est un chercheur américain. Je vous ai mis aussi des lectures, parce que lire c'est bien et qu'1 heure de conférence peut absolument pas vous donner, même le minimum vital. Là, je vous ai mis les livres que je préfère, sachant que, mon coup de cœur, c'est le premier que j'ai lu, c'est Radical Focus. En plus, il est petit, il est agréable à lire. Il y a aussi le Succeeding, with OKR and Agile. Donc ça, c'est Alan Kelly, qui est un agiliste qui les a écrits, qui est vraiment pas mal. Et le dernier que j'ai terminé, récemment sur le sujet, c'est Start Less, Finish More. Et s'il y a des praticiens Kanban notamment, ça devrait leur parler. Je vous ai très, très, très rapidement parlé de Kinevin. J'ai absolument pas eu le temps même de vous faire un début d'initiation. Je peux juste vous encourager à aller lire dessus. Il y a une vulgarisation sur le blog d'Olivier My qui est plutôt pas mal faite, en français, ce qui est assez rare. Kinefin.io, c'est un site qui est pour moi vraiment un site de référence. À côté, l'image rouge, en fait, c'est le dernier livre, coécrit par David Snowden, mais aussi avec tout un collectif. Donc pareil. Et je vous ai mis des copies d'écran de 2 sites qui sont extrêmement intéressants, sur le sujet. Et A Leader Framework for Decision Making, je vous le conseille vraiment, il est top. Et comme je n'ai pas arrêté de vous faire des pointeurs vers tout un paquet de trucs qui ne sont pas liés aux OKR, je vous ai quand même mis quelques références là. Donc les Toyota Kata, regardez, il y a des trucs top à prendre. La notion de bête, je vous ai mis, un des articles que je préfère sur le sujet, donc par John Cutler. Je vous ai mis aussi un lien vers, une présentation du Spotify Rhythm, alors qui date un peu, par Henrik Nyberg et le nudge, un peu le livre de référence sur le nudge, avec le petit éléphant. Et je ne sais pas si, vu le niveau de retard, il y a encore de la place pour des questions. Je pense que Lorga 2 questions? OK, merci. Merci Lorga. Bon, j'espère que je ne vous ai pas juste tous directement endormis. Dès la keynote d'ouverture, ça serait un peu dommage. Oui? Alors, dans les choses que j'ai testées qui ont bien marché, c'est tout simplement que le travail qui est fait sur les OKR, on essaie au maximum déjà de l'intégrer sur les cérémonies agiles. Donc typiquement, la revue des indicateurs. Alors tout le suivi des indicateurs, on peut l'intégrer, enfin le suivi des OKR, on peut l'intégrer sur les cérémonies sprint. Le travail supplémentaire, c'est vraiment l'identification des OKR. Généralement, c'est des équipes, donc c'est des OKR tactiques. Donc là, ça demande des ateliers supplémentaires.
Et ce que je fais en général, c'est que, j'enlève le temps de ces ateliers et de la préparation afférente, de la capacité à faire de l'équipe. C'est pas complètement orthodoxe, mais on considère que, par exemple, par trimestre, on va passer 2 jours en atelier sur les OKR. On neutralise ça comme on neutraliserait des jours de congé dans l'équipe. Le suivi, si vous êtes correctement outillé sur la récupération des indicateurs et l'analyse, franchement, ça prend, 1/4 d'heure, une demi-heure, à répartir entre la revue du produit, et je rappelle, une revue, ce n'est pas qu'une démo, et la rétrospective. Et si vraiment il y a des gros sujets, vous pouvez parfaitement déclencher une rétrospective spécifique, comme vous le feriez sur un gros incident de prod ou n'importe quel autre sujet qui nécessite une attention particulière. Ouais. Bonjour. C'est cool. Ma question, c'est par rapport aux OKR stratégiques. Est-ce que vous les revoyez itérativement aussi? Et est-ce que ce n'est pas un boulot à faire aux différentes strates de l'entreprise, donc au niveau de tous les collaborateurs et pas que aux instances dirigeantes? Alors, les OKR stratégiques, on essaie de pas les modifier. Enfin, les OKR, en gros, on essaie de pas les modifier au cours de leur itération. Ce que j'explique, c'est qu'un OKR, ça a une durée de vie. Un OKR tactique, ça dure 3 mois, par exemple. Un OKR stratégique, généralement 1 an. Donc on essaie de pas les modifier. Maintenant, on apprend. Si on s'est radicalement planté et qu'on rame vraiment à contre-courant, on va être pragmatique et on va donner un coup de volant histoire de pas foncer dans le mur. Sur le côté revue, c'est des cadences imbriquées. Donc le suivi le plus fréquent et les revues les plus fréquentes, c'est au niveau tactique. Et on reconsolide, les données pour voir ce que ça donne sur la variation des KR, des OKR stratégiques. Et c'est là où je trouve très intéressant de ne pas multiplier les niveaux, d'avoir la couche de stratégie et la couche de tactique, parce que de mon expérience, c'est plus simple d'agréger les éléments qui viennent des OKR tactiques, même si on en a un grand nombre, plutôt que de faire des consolidations à étage. Le problème de la consolidation à étage, c'est que ça génère un espèce de chaînage naturel entre les indicateurs avec des règles de consolidation. Et dans les OKR tactiques, tout n'est pas forcément rattachable à un OKR stratégique. Le cas, un exemple, où vous avez une équipe produit, il y a la stratégie de la DSI par exemple, c'est, je sais pas, une stratégie FinOps, la réduction du coût, le Green IT, tous ces trucs-là. Et franchement, quand vous êtes développeur dans une équipe produit, le coût en énergie du data center, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de dire: «Moi, à mon niveau, je peux essayer d'utiliser des techniques d'éco-conception sur mon produit, mais le data center, c'est complètement en dehors de ma portée, de mon périmètre, donc on ne sait pas agréger». Donc il y a aussi, une réflexion à avoir en complément sur quels sont les OKR d'ancrage qu'on utilise. Je ne l'ai pas dit pendant la conférence, mais par exemple sur des équipes qui travaillent sur des produits, parfois c'est plus intéressant de s'ancrer sur les OKR de la ligne métier pour laquelle on travaille, parce que le produit qu'on fait, il sert à des utilisateurs. Donc on va chercher par exemple, le fait de gagner un nouveau segment de population cliente ou d'améliorer le taux de transformation sur les transactions. Ça, c'est le job de l'équipe produit. Et ça va directement être au service des challenges du métier. Alors que bon, la régulation de la dépense d'électricité du data center, c'est un peu moins enfin, il n'y a pas ces techniques d'appropriation. Donc on les consolide, oui, sur peu de niveaux et on les consolide avec un chaînage qui fait sens. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures et là ils vont pas être d'accord. Merci. Plus de questions? Plus de questions? On va Désolée. arrêter là. Merci à vous. Alors, on m'a demandé de repasser le message. Moi, je suis encore là demain. Je suis pas bordelaise, hein, j'habite à Paris, mais je suis encore là demain. Je serai là à l'open space et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis totalement à votre service. Un énorme merci à vous pour cette première. Je suis toute émue. Merci Anne.